le produit café, c'est un produit impliquant, c'est-à-dire que les gens s'identifient au café. Dis-moi ce que tu bois comme café, je te dirai ce que tu es. Et plus on a d'histoires à raconter, plus on crée de connaissances autour du café, plus on a ce public qui est prêt à consommer un café différent, un café de qualité. Bienvenue dans le podcast du Collectif Café spécial Paris Coffee Show 2025. Je suis Marie-Hélène Kennedy, productrice de la scène conférence et je vous embarque pour revivre 3 jours totalement caféinés. Plus de 22 conférences et plus de 70 experts m'ont rejoint sur scène pour faire partager leur passion et leurs convictions. Une immersion dans tout ce qui fait vibrer la scène café de spécialité en France aujourd'hui. Que vous soyez du métier ou juste de passage ici, installez-vous, servez-vous une bonne tasse et on démarre. Alors, le sourcing de café de qualité, Andrés, je te laisse gérer avec tes 4 invités. Salut, bonjour à tous. Bienvenue à cette séance sur la qualité au niveau du sourcing dans le café de spécialité. C'est la séance la plus pointue de tout le Paris Coffee Show. Et pointue pourquoi ? Parce que nous avons non pas 1, pas 2, on a 3 MOF sur scène. Donc déjà, bravo. Meilleur ouvrier de France, extrêmement pointu. Et on a aussi une pointure au niveau du sourcing en tant que tel, en tant que métier, avec Jean de Belco. Bravo à lui aussi. Alors, Anne Caron, Paul Arnefi, Laurent Bess, MOF, meilleur ouvrier de France. Pour que chacun dise un peu son premier mot d'introduction, on va démarrer comme dans le bac de philo. On va définir nos termes. Qu'est-ce que c'est la qualité ? Pour qu'on puisse un petit peu lancer les choses. Donc, je vais demander à chacun d'entre vous, Anne, Paul, Laurent et ensuite Jean côté Belco, pour que chacun d'entre eux partage avec nous c'est quoi la qualité quand on parle d'approvisionnement. Et après, on va se lancer dans le cœur du débat. Honneur à Anne. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, c'est quoi la qualité ? C'est un vaste mot. La qualité, pour moi, en fait, ma vision, et c'est pas forcément celle de tout le monde, c'est d'abord la qualité organoleptique. Mais la qualité organoleptique, donc, on a la chance dans notre métier d'avoir des critères objectifs qui la définissent avec les critères de notation de l'ASCA. Donc, on peut donner une qualité à un café. Il est café de spécialité ou il n'est pas café de spécialité. Et c'est pas un outil marketing. On l'est ou on l'est pas. Mais cette qualité, en fait, on doit l'adosser à tout le reste. Avoir une vision 360. Et je ne conçois pas qu'on puisse avoir une qualité organoleptique si on les détache de comment le café est fait. Et pour ça, en fait, il faut y adosser la traçabilité et s'intéresser à comment le café est cultivé. Est-ce qu'elle rémunère correctement les producteurs et quel est l'impact sur l'environnement? Donc la qualité, pour moi, c'est une vision à 360. Merci beaucoup. Alors déjà, avec Anne, 360 degrés, organoleptique au départ, mais beaucoup d'autres dimensions. To be or not to be specialty. Merci Anne. Paul? Bonjour tout le monde. Oui, pour moi, je rejoins Anne sur le côté 360 par rapport à la qualité, parce qu'il y a la qualité de matières premières et aussi la qualité de comment ça pousse ce café, dans quel type d'environnement et ce genre de détails. Et je pense plus en plus la qualité, c'est aussi, pour moi, la qualité, à quel point un café, il adhère à un critère de besoin, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cafés avec des profils aromatiques très, très différents, mais aussi très, très qualitatifs. Et c'est là, personnellement, je suis un peu sceptique à donner une note censée être objective sur un café pour définir la qualité. Parce que moi, j'en ai rencontré les gens, les consommateurs de café, qui préfèrent le profil aromatique et le goût d'un café qui était moins bien noté, mais qui reste très qualitatif en termes de pas de défaut dans la tasse, qu'un café qui était très, très bien noté parce qu'il y a beaucoup d'acidité et c'est très, très fruité. Du coup, je trouve cette démarche, la qualité, c'est un critère. Est-ce qu'il répond à ces critères ou pas? C'est une bonne manière de réfléchir sur ça. Et après, oui, surtout, c'est comment c'est produit, dans quelles conditions. Je pense que le prix, ça fait partie de ça parce que ça permet d'investir aussi derrière sur le production café. Excellent, merci beaucoup. Alors, nuance importante, et on voit déjà le défi d'être torréfacteur aujourd'hui. En même temps, il y a to be or not to be, à savoir, il y a un certain nombre de critères minimaux que tout café doit respecter. En même temps, comme dit Paul, la qualité pour quelqu'un n'est peut-être pas la qualité pour quelqu'un d'autre. Il faut pouvoir concilier ça. Je vais passer directement à Laurent et après on va revenir au sourcing métier.
Alors bonjour à vous tous. Alors c'est vrai que la qualité dans le café, qui plus est le café de spécialité, c'est la grande difficulté justement d'explication. Pour ma part, moi j'ai vu l'évolution des cafés de commodité au café de spécialité, donc avec les normes de l'ASCA. Et c'est vrai que c'est important de s'appuyer aussi sur ces normes-là, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on est torréfacteur, on doit pouvoir choisir, sélectionner, sourcer pour certains ces cafés verts. Ça c'est primordial. Mais avant de les sélectionner, il faut pouvoir aussi savoir et reconnaître les défauts des cafés verts. Et ça, c'est important. Avant d'avoir finalement une note en tasse, il faut d'abord voir si le café vert qu'on a sous les yeux, est-ce qu'il est qualitatif ou pas. Combien de défauts il comporte. Alors oui, après, il y a d'autres critères qui viennent rentrer en jeu. Comment c'est produit, où c'est produit, les intrants. Est-ce qu'on a des sols vivants? Enfin, on peut aller encore plus loin. Est-ce que les gens sont bien rémunérés? Est-ce qu'ils sont heureux de le faire? Voilà, ça c'est le sociétal. Mais c'est vrai, quand on est torréfacteur et quand on est dans sa torréfaction, la première chose qu'on doit faire, c'est être critique envers les cafés qu'on a, les cafés verts. Est-ce qu'ils sont frais? Est-ce qu'ils sont de récolte de l'année? Est-ce que ce sont des vieux lots? Est-ce que justement le torréfacteur, lui, peut améliorer par le biais de sa torréfaction les notes organoleptiques sur le résultat en tasse? Ça, c'est important à mes yeux, sur une torréfaction de quartier. Et alors, Laurent, absolument génial, car il nous apporte la transition parfaite pour aller ensuite vers Jean chez Belco. Laurent nous parle aussi du coup de la maîtrise de la matière première, la compréhension physique, les défauts, etc. de la matière première et l'origine d'où ça vient. Et du coup, Jean, au niveau d'un pro du sourcing comme Belco, c'est quoi la qualité? Bon, merci Andrés déjà. Merci à tous les intervenants. C'est un très beau sujet, la qualité, et c'est un plaisir à partager avec des porte-drapeaux du café de qualité en France, donc c'est un honneur. Alors la qualité, qu'est-ce que c'est? Je pense que la qualité, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Il faut quand même avoir cette notion-là, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. C'est pas un principe, c'est pas que du marketing, c'est quelque chose qui va nous permettre de connaître notre produit et le différencier. Après, chaque acteur va avoir une notion de la qualité propre qu'il adaptera en fonction de ses besoins, en fonction de son marché, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut mesurer. On va bien sûr parler du côté organoleptique du café, la partie physique, l'humidité, tous ces paramètres qui vont permettre au torréfacteur d'avoir un café stable et au consommateur un produit de qualité, c'est-à-dire le plus important, c'est un produit qu'elle peut profiter. Donc je pense qu'il y a cette vision-là de qualité qui est propre à chacun. Moi, personnellement, je rejoins Anne sur cette partie très 360 degrés de la qualité, une vision assez holistique, où on va un peu plus loin de la partie organoleptique. On essaie de voir la qualité comme quelque chose qui va répondre aux différentes contraintes des différents acteurs de la filière, donc les torréfacteurs et aussi les producteurs. Merci beaucoup, Jean. Alors là, on a, si je peux dire, la base, les piliers, les fondamentaux. Pas de surprise jusque-là, je pense, même pour vous, si vous êtes proche du café de spécialité. Du coup, c'est quoi le problème aujourd'hui? Donc, on va rentrer dans le cœur de la problématique. Qu'est-ce qui rend difficile aujourd'hui, 15 septembre 2025, si on prend les derniers mois qu'on a vécu, qu'est-ce qui rend difficile, au-delà de ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qui fait que c'est particulièrement compliqué de réussir la qualité qu'on souhaite? Tu veux parler des montagnes russes en fait. On le sent déjà, voilà. On peut montagnes définir russes. Les montagnes russes, en fait. Parlons des montagnes on passe par des crises émotionnelles en ce moment dans le monde du café. Et on a connu plusieurs crises, des crises où le cours du café augmente, explose. Et c'est vrai qu'on est face à des clients. On est toujours sur ce principe, en fait. C'est vrai qu'on a des contraintes de prix. Le fait est qu'on achète plus cher. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce marché aujourd'hui où le prix du café a explosé? Parce qu'en fait, on savait qu'il allait augmenter. On le savait tous. Mais ça a été très vite. C'est pas redescendu, ça remonte. Donc, on doit vivre avec cette idée qu'en fait, les prix vont rester hauts. Et les prix restent hauts, qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie la qualité? Ça, c'est un cruel dilemme, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les torréfactions, les gens se posent des questions. Moi, je suis en B2B principalement, donc je fais un expresso à la tasse. Et à chaque fois qu'on a traversé ce type de crise, mon père, qui tenait la torréfaction avant, a dit « Moi, je vais faire l'inverse. Je vais aller chercher encore plus de qualité. » Parce qu'au moment où les torréfacteurs se posent des questions et risquent de descendre les qualités, j'ai creusé un fossé. Moi, j'ai choisi aussi de maintenir la qualité au détriment de la marge, parce que effectivement, faut le temps de pouvoir réimpacter ce prix chez les clients. Faut pouvoir l'expliquer. Faut que l'ensemble des torréfacteurs aussi le fassent, parce que si on est seul dans son coin à augmenter les prix, on se tire une balle dans le pied. Donc c'est très compliqué. Ce prix à la tasse, en fait, ça dépend d'un grammage. Donc je compare toujours à ça. C'est dans une période de crise, votre matière première vous revient plus cher,
qu'est-ce que vous faites? Vous baissez les qualités, vous mettez 1 gramme de moins, mais si vous passez pas cette crise-là, vous passerez pas celle d'après. Donc c'est moi le message que je veux faire passer. Excellent. Posture intéressante. Donc, sacrifier les marges, peut-être pas indéfiniment. Indéfiniment, jusque quand peut-on Ouais. se permettre de sacrifier les marges? Oui, quand bien sûr, il faut pouvoir vendre le café à son juste prix. Donc il faut avoir une histoire à raconter et savoir quoi raconter à nos clients. Bien sûr. Et la qualité le permet. Si on sacrifie la qualité, on peut plus différencier. Donc on pourra pas augmenter les prix. Ça, c'est ma vision. Maintenant, le prix du café a augmenté il y a 3 ans aussi. On a dû augmenter aussi considérablement. On a perdu des clients, effectivement. Mais ces clients-là, on les aurait de toute façon perdus à la prochaine hausse. Donc c'est des périodes de crise, c'est pas facile, on sait pas sur quel pied danser. C'est des périodes où on a un peu peur, mais c'est la bonne direction parce que de toute façon, les clients qui n'acceptent pas cette augmentation de prix, pour plein de raisons, elles peuvent être justifiées, c'est aussi des clients qu'on finira par perdre à un moment si on veut rester aligné dans nos bottes. Très clair, merci beaucoup. Laurent, comment tu réagis par rapport à ça? Alors, c'est vrai que moi, je suis passé sur les cafés de spécialité en 2015, grâce à Charlotte, de chez Belco, entre autres. Et c'est vrai que ça a été une révolution dans le magasin, parce que quand on a torréfié des cafés de commodité pendant des années et que justement on passe sur les cafés de spécialité où déjà le prix à la base intègre une meilleure rémunération, une meilleure traçabilité. C'est une vision qu'on a finalement sur la qualité du café, sur la qualité du résultat en tasse, sur les histoires qu'on a envie de raconter. Et c'est vrai que moi, dans le magasin, je n'ai plus que ça. Je n'ai plus que des cafés de spécialité parce que justement, les histoires que je veux raconter, les agriculteurs que je veux essayer de mettre en avant, les terroirs, les cépages, on a des histoires à raconter. Oui, la crise, elle est là. Oui, on sait que ça va durer. On sait qu'il y aura, s'il n'y a pas de changement majeur, de moins en moins de production. Et donc, il faut se tourner plus facilement vers la qualité. Sauf que on a des business models où c'est pas toujours évident de se dire, il faut voir finalement ce qu'on arrive à dégager au prix du kilo, est-ce que ça va suffire? Et donc c'est là où on peut avoir, où certains peuvent avoir tendance de se dire, ben, je recule sur la qualité et tant pis, je repasse sur un café de commodité où je vais mettre un Robusta dans mon mélange, je n'en mettais pas. C'est une vision qui reste personnelle, mais là où je rejoins Anne, c'est que quand c'est difficile, je pense que c'est là qu'il faut investir et se tourner vers l'avenir et peut-être encore aller plus loin. Voilà, moi j'encourage Belco à aller vers justement ces sols vivants parce que je pense que c'est une valeur ajoutée sur les terroirs, sur les agriculteurs, sur le produit qu'on arrivera à transmettre et sur les dégustations qu'on arrivera à valoriser dans nos magasins. Et du coup, Laurent, est-ce que comme Anne, tu encourages à maintenir la qualité, voire l'augmenter, quitte à sacrifier des marges à court terme et après essayer de rattraper petit à petit? Moi, je reste persuadé que demain, on devra tous consommer moins, mais mieux. On n'est pas sur Bordeaux, mais il y a des gens qui sont capables de mettre des prix 100, 200, 300 euros pour une bouteille de vin qui va durer une soirée. Un paquet de café, déjà entre 15 et 30 euros, un paquet de café, vous avez déjà des sacrés cafés pour un paquet de 250 grammes. Oui, le café de spécialité, le specialty, c'est quand même un café de dégustation. On n'est pas sur un café de grande consommation. Peut-être qu'il faudra renoncer sur des volumes pour se faire plaisir sur 1 ou 2 tasses. Donc on devra accompagner le consommateur sur les extractions pour qu'elles soient réussies le plus rapidement possible, pour que chaque consommateur puisse vraiment se régaler sur chaque tasse. Moi, en tant que torréfacteur, ce que j'aime faire, c'est faire voyager les gens quand ils sont chez eux, quand ils partagent un café, puisque ça reste un moment de partage, sur un voyage extraordinaire au niveau des saveurs. Super intéressant. Alors du coup, vous voyez, l'encouragement de Laurent et de Anne, c'est de dire maintenir la qualité, voire l'augmenter, quitte à sacrifier des marges, quitte à perdre des volumes ou quitte à perdre des clients spécifiques, si c'est pas les bons clients. Enfin, les bons clients au sens, est-ce que c'est des clients qui vont apprécier et qui sont ceux qui seront les bons clients de demain? Paul, est-ce que tu abondes dans cette logique? Est-ce que tu as une posture différente? En fait, je suis d'accord avec Laurent et Anne aussi sur ces commentaires. Moi, je pense par rapport à le difficulté en sourcing et la qualité, je trouve que ça dépend vachement sur la taille de la torréfaction. Une torréfaction qui fait 300 tonnes par an, on voit beaucoup plus. Là, quand on parle de 5 centimes par kilo, c'est un impact gigantesque sur le chiffre d'affaires il faut pour acheter tout ce café. Quand on est dans la petite quantité comme moi aujourd'hui avec ma torréfaction, franchement, le prix, c'est le prix et on paye le prix qui est demandé. Il n'y a aucune réflexion parce qu'on est vraiment sur la petite quantité pour l'instant. Mais dès que la quantité, ça devient très conséquent, le prix, le marché aujourd'hui est très, très compliqué. Mais je trouve le marché aujourd'hui, ça impacte beaucoup plus les gens à la source.
Même quand le prix augmente, là, il y a un impact sur le quality parce que les gens qui le produisent et les coopératifs, ils ont un prix fixe pour une quantité de travail et de sélection de grains qui peut être moins précis. Parce que le prix est fixe. Du coup, pourquoi casse le dos pour produire un super café si on a un prix de base qui est déjà très, très haut? Mais en même temps, autour de eux, il y a beaucoup de gens qui profitent. Oui. Tout le monde sait le prix est haut. Du coup, les gens qui vendent des choses aux producteurs, ils augmentent les prix. Il y a tout un cercle comme ça. Il y a aussi beaucoup de complications pour les exporteurs de café. Il faut beaucoup d'argent pour acheter. Du coup, ça peut impacter la qualité. Et pareil pour les importateurs parce qu'ils portent beaucoup de risques. Du coup, je trouve le sourcing pour les très grands torréfacteurs avec le marché très volatile, c'est très, très compliqué. Sur une petite échelle, moi, mon philosophie, c'est acheter votre qualité quand tu peux et tu adaptes le prix comme ça. Moi, je pense que le plus important, c'est de sécuriser les qualités qui représentent ton business. Sécuriser la qualité. Ouais, qui représentent ton business. qualité. Il faut pas jouer le corps parce que personne sait comment ça va réagir. Et j'ai vu des confrères qui achètent 20 tonnes de café, ce qui est vraiment pas beaucoup, jusqu'à 100 tonnes. Ils disent non, je vais attendre jusqu'à la semaine prochaine pour valider mes contrats de Brésil. Et entre-temps, ça a pris 50 centimes. Du coup, ils achètent la même qualité beaucoup plus cher ou le même prix pour une qualité moins importante. Ouais, c'est clair. Alors du coup, dans ce contexte où clairement c'est pas facile pour les torréfacteurs, vous voyez le type de défi d'arbitrage entre les marges, les volumes, etc. Jean, que peut faire un sourceur, que peut faire un importateur, qui plus est professionnel, bien ancré comme vous, pour aider les torréfacteurs dans ce contexte-là? Déjà, ce qui est assez intéressant dans les discours de mes camarades ici, c'est que chacun a apporté cette notion de vision de leur business et de cette projection sur le long terme. La qualité répond à une vision et à un message qu'on veut faire passer. Chacun, la qualité va permettre de faire passer un message. Et dans cette filière qui est le café de spécialité, il y a une volonté quand même de transformer la filière café traditionnelle. Je pense que repasser vers aller ou se diriger vers une baisse de qualité représente un gros risque. C'est jouer le jeu de l'industrie, du marché et du prix dans lequel on n'est pas compétitif. Donc c'est sûr qu'on n'encourage personne à aller dans cette direction, même si c'est très compliqué. C'est sûr qu'on traverse des moments difficiles. Et c'est vrai que Paul a mentionné la partie origine. Donc cette vision qu'on doit avoir ou qu'on a, nous ici, en tant qu'acteurs du café de spécialité, c'est important de travailler avec des partenaires à l'origine qui ont cette vision aussi. Aujourd'hui, avec des cours du café aussi élevés, il faut motiver, il faut garder cette passion de la qualité chez le producteur pour qu'il continue à produire du café de qualité. Aujourd'hui, avec ces prix-là, la différence entre la commodité et la qualité se diminue, la différence de prix. Donc comment continuer à produire un café de qualité? Ça passe par des relations long terme, c'est-à-dire on travaille avec des producteurs avec qui on se projette dans le temps, disant bon, cette année c'est comme ça, mais on traverse quand même des montagnes russes, comme c'est un très bon exemple. Donc il faut voir long terme, il faut avoir un produit qui nous satisfait, duquel on est content, qui représente un terroir, qui valorise tout un savoir-faire et qui donc pourra être ensuite valorisé par les torréfacteurs et apprécié par les consommateurs. Et j'ai envie de dire aussi, André, c'est que pour moi, comme j'en ai dit, en fait, la quality, pour moi, ça tourne autour de la communication entre deux parties. Oui. Et je pense que dans la communication, chaque partie devrait avoir une responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut demander une certaine qualité d'un producteur de café, un importateur, en contrepartie d'un sort de garantie de prix ou quelque chose comme ça. Parce qu'on ne peut pas demander quelqu'un dans un marché très volatile comme ça de travailler beaucoup, qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et aussi porter des risques d'avoir fait ça et sans savoir s'il y a un marché derrière pour vendre le café. Du coup, personnellement, quand j'achète du café vert, je impose des besoins en termes de qualité physique sur le grain, de humidity, des choses comme ça, mais en contrepartie que je négocie jamais le prix. Parce que Tu négocies jamais les prix? non, parce que Client. Non, mais encore une fois, on parle de peu de quantité. Mais aussi, je trouve que si c'est moi qui impose mes besoins en termes de qualité physique du grain et tout le reste, il faut que je sois aussi conscient qu'il y a, ça prend du temps, de l'énergie. Et j'aime bien que les deux parties ont une certaine responsabilité. C'est pour que la qualité ça dure, il faut que cette communication, je trouve, entre l'acheteur et le vendeur. Très clair. Ou le producteur, ou l'importateur, exporteur. Il y a beaucoup d'acteurs. Mais en gros, il faut que tout le monde prenne la responsabilité autour de ça. Mais encore une fois, c'est facile à dire parce que je ne torréfie pas 500 tonnes.
Je pense que c'est cette notion de transparence aussi, qui est de communication complètement transparente entre acheteurs, torréfacteurs et producteurs. Alors moi je vais mettre un petit bémol peut-être sur Paul. Je suis un réel acheteur aussi, j'aime beaucoup ça. On achète aussi avec des contrats à terme, on peut le faire. Faut pas oublier qu'on reste sur un produit qui est boursier. Et c'est vrai qu'on se doit aussi d'être de vrais professionnels des achats. Et donc on doit analyser pour moi aussi la fluctuation des cours. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec Paul dans le sens où meilleure sera la rémunération, mieux ça valorisera l'agriculteur. Par contre, pour nos business models et en fonction de chacun de nos business models, ben oui, chaque centime et chaque euro qu'on dépense, il a un impact aussi direct sur nos entreprises. Et donc, on se doit aussi d'être de bons acheteurs. Alors là, j'hésite parce qu'il y a 2-3 branches très différentes sur lesquelles la conversation peut se poursuivre. Anne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je pense que pour réunir les points de vue, en fait, on doit être fin sur les achats. Effectivement, chaque centime peut impacter, nous donne les moyens de faire ou pas faire, mais nous ne sommes pas non plus des spéculateurs. Donc à partir, moi je conseille, et on a eu cette conversation avec plusieurs torréfacteurs, de définir le taux de marge acceptable pour l'entreprise et les limites, et d'acheter dans cette fourchette, et pas forcément de parier sur la baisse ou la hausse des cours. On n'est pas là pour jouer, on est là pour faire bouger nos entreprises. Alors, vous voyez, parce que je parlais tout à l'heure de 2 branches un peu différentes. Il y a une partie de la conversation qui pourrait aller sur l'équation économique. C'est un peu sophistiqué, au sens, est-ce qu'on essaie de cibler une marge fixe? Et on suit le plus près possible les fluctuations du marché, mais ce qui oblige à comprendre beaucoup plus profondément marché spot, marché à terme, peut-être même rentrer sur des histoires de dérivés, de financement complexe. Donc, on rentre dans une ingénierie financière qui, honnêtement, n'est pas très connue des torréfacteurs artisanaux, en fait, en général. Il y a une autre logique qui, j'ai l'impression, c'est plus celle de Paul, qui est de dire, si on est suffisamment élevé en termes de prix et de qualité, comment ça bouge en dessous, c'est moins grave, en fait. Et on peut s'affranchir de cette logique-là. Oui, en sorte, oui. Mais c'est, encore une fois, c'est vraiment lié à le volume de le business. Oui, tout à fait. Parce que on peut vraiment, il y a pas mal des exporteurs, par exemple, importeurs et torréfacteurs qui sont fait faillite parce que si ton prix double, tu peux pas doubler ton prix tu peux pas adapter ton prix de vente d'un café torréfié si rapidement. Et du coup, en fait, la quantité d'argent il faut aujourd'hui pour acheter des très grosses sommes de poids de café, c'est astronomique par rapport qu'il y a 2 ans. Astronomique. C'est clair. Le prix, c'est très important pour le volume, mais c'est juste, moi, je veux juste dire, sur la petite échelle, quand tu traites avec des gens, si tout le monde connaît leur responsabilité dans le deal, tu achètes ton qualité à le prix que tu peux. Voilà. J'y crois pas imaginer comment ça va être le prix la semaine prochaine. Alors, c'est peut-être un peu simpliste, mais pour donner un petit pointeur à notre public là-dessus, est-ce que vous êtes à peu près d'accord de dire plus la qualité est basse en point SK, plus ça fluctue, plus la qualité est élevée, plus on peut être sur une logique de prix fixe? C'est à peu près vrai ou pas? Ouais, je pense, en fait, il y a une bonne quantité de producteurs de café qui sont complètement sortis des impacts du marché sur le prix. Mais en fait, c'est un peu comme la musique, c'est comme de l'art, c'est qu'il y a 2% at the top et tout le reste qui n'est pas arrivé à ce point-là, qui galère. En fait, il y a beaucoup de musiciens dans la rue qui prennent des centimes dans le chapeau, il y a un petit pourcentage qui gagne des millions d'euros. C'est un peu pareil dans le café. Du coup, il y a certains qui ont complètement quitté le marché. C'est même pas un sujet. Il y a même un café de Panama, il y a 2 semaines, qui a vendu à 30 000 US per kilo de café pour un lot de 20 kilos. Du coup, ça, c'est un exemple de quelqu'un Oui. Le marché, c'est tellement loin de ça. Du coup, il y a plusieurs, je sais pas combien, peut-être des milliers de producteurs qui sont sortis de ça, mais il y a des millions de producteurs qui sont fortement impactés par le prix du marché. Et tous les acteurs autour qui profitent ou qui galèrent en fonction. En fait, c'est compliqué. On imagine un gars en Colombie avec 5 hectares. Il produit son café. En fonction de le météo en Brésil, son prix, ça va fluctuer. En fait, lui, son coût de production, ça bouge pas. Mais son bénéfice, ça bouge en fonction de le météo en Brésil. Très clair. Du coup, ça, c'est très compliqué. Anne, est-ce que tu as une perspective là-dessus aussi? Est-ce qu'on peut se dire, comme disait Paul, il y a les stars et il y a le peuple? Plus on est bas en termes de qualité, de prix, plus ça fluctue, plus c'est haut, plus on est libre. Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est sûr. On peut pas avoir une vision aussi simpliste, effectivement. Enfin, ça dépend un petit peu de ta clientèle, ton niveau de marge et de la taille de l'entreprise. L'inertie, quand tu as un plus gros tonnage, elle est vachement importante aussi.
Alors voilà, équation prix, pas évident. Même les MOF, ils n'ont pas une posture fixe, mais comme vous voyez, il peut y avoir des stratégies en fonction de leur niveau de volume, etc. Alors, je vais aborder toute une autre dimension qui est qu'est-ce qu'on achète en fait. Ce que j'entends par là, c'est que en général, et la conversation qu'on vient d'avoir, elle se focalise sur le produit, à savoir les grains verts. Est-ce que c'est des Catourins, des Typicains, c'est quelle variété, organoleptique, machin. Mais je prétends, et je pense que vous serez d'accord rapidement, qu'on n'achète pas que le grain. On achète aussi l'histoire de l'origine. Et du coup, concrètement, on achète des photos, on achète du texte, on achète des points des claims, on achète des arguments de vente. Donc, par exemple, Belco a aujourd'hui une très belle communication autour du bateau à voile et du café qui est transporté à la voile. Ils ont ce sticker bleu B qui est reconnaissable comme le bateau à la voile. Et donc, quand on achète ce café-là, au-delà du fait d'acheter le produit en tant que tel, on achète l'argument de café transporté à la voile dont on peut communiquer. D'accord? Du coup, je voudrais qu'on parle un petit peu de ça, en fait. Quelles sont vos exigences? Alors déjà, qu'est-ce que vous proposez là-dessus, Belco? Et pour les torréfacteurs, qu'est-ce que vous achetez au-delà d'acheter justement les grains ou seulement les grains? C'est vrai, quand on achète un café, on n'achète pas que un grain vert avec une qualité organoleptique. Bien sûr, ça sera notre produit fini et ça sera l'expérience de dégustation du consommateur. Mais on a, encore une fois, cette vision, mais en tout cas, cette volonté de valoriser un savoir-faire. Quand on achète un café, on fait un choix de sourcing et d'achat. Si on va acheter, on peut acheter un Colombie de volume, mais on peut travailler un peu plus son sourcing, aller dans une région spécifique, on veut travailler un terroir, on veut travailler un profil organoleptique. On a cette volonté de valoriser un savoir-faire et donc aller plus loin que la simple qualité organoleptique. Donc je pense que c'est ce qu'on veut faire quand on achète un café spécialité. Pour ça qu'on a beaucoup parlé aussi au tout début du café spécialité de la traçabilité. C'est qu'à chaque fois, on a augmenté la traçabilité pour passer des cafés sans traçabilité, des cafés sourcés à échelle nationale, à des cafés où maintenant on connaît le producteur, la parcelle, la variété qui produit tel café. Donc tout ça, ça permet de valoriser les différentes actions qui sont mises en place par tous les acteurs de la chaîne. Donc le producteur, l'exportateur, l'importateur qui peut utiliser un moyen de transport décarboné. Toutes ces actions de chacun des maillons de la chaîne de valeur ont un impact sur l'identité du produit et sur sa qualité. Le café passe par nos mains à tous, même si nous, en tant qu'importateurs, on transforme pas le café. Si il y a une fuite dans un bateau ou si on stocke mal le café, on a cette responsabilité-là de conserver la qualité et aussi de la contrôler. On va avoir tout au long de la production des contrôles pour l'assurer. Merci Jean. Laurent, qu'est-ce que tu achètes au-delà du grain vert, au sens de tous ces intangibles ou de ces éléments de communication? Depuis le Cube Wedding, c'est vrai que moi, je me suis dit, quand je choisis des cafés pour les cartes des cafés finalement que je vais proposer à ma clientèle, c'est d'abord qu'est-ce que je recherche, quelle spécificité en tasse finalement je veux avoir. Par exemple, si je prends un Brésil, je veux certaines notes spécifiques comme le pain grillé, beurré, toasté, peu importe. Et forcément, si je vais sur un café de la zone asiatique, j'ai plutôt envie d'avoir un café plutôt épicé, peut-être un peu plus terreux sur l'entrée, une acidité plus basse, plus douce. J'ai pas envie, par exemple, d'avoir un café qui vient d'Inde et qui ressemble à un Brésil. Ça m'intéresse pas forcément. Si je veux un café plus gourmand, j'ai plutôt tendance à me tourner vers l'Amérique centrale, où là, je sais que je vais avoir sur les cafés lavés une belle acidité en entrée, un corps plutôt rond, gourmand, chocolaté. Voilà, moi, c'est ça que j'ai envie déjà de présenter à la base. Puis ensuite, on a la chance d'avoir des process spécifiques, que ce soit les honey, les anaérobiques, voilà, qui nous permettent de mettre plus de spécificité, de complexité dans la tasse et d'amener justement le consommateur sur autre chose et valoriser avec des micro-lots certains agriculteurs, certains procédés de fabrication. Ça me plaît énormément. C'est vrai que c'est une réflexion globale, finalement, que j'aime bien avoir sur le choix des cafés. Et si en plus, on peut rajouter sur une vision un peu plus lointaine les cafés en transport décarboné, ça ne peut faire que me plaire. Parce que on se tourne vers les générations futures, on essaye d'avoir une vision un peu plus, et on se dit voilà, on a la possibilité de faire partie de ce cheminement sur les cafés de spécialité. Qu'est-ce qu'on va avoir demain? Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer demain? Ben, ça passe par le prix, c'est un environnement global. Et du coup, pour toi, Laurent, c'est un plus. Oui, c'est toujours un plus. C'est clair. toujours un plus. Comme Anne, est-ce que tu voudrais commenter là-dessus? Pour compléter les propos,
en marketing, on dit que le produit café, c'est un produit impliquant, c'est-à-dire que les gens s'identifient au café. Dis-moi ce que tu bois comme café, je te dirai ce que tu es. Et plus on a d'histoires à raconter, plus les gens s'impliquent. Effectivement, donc c'est non seulement l'histoire, c'est les méthodes, et on parle d'un grand public qui est pas forcément connaisseur, parce que c'est vrai, très longtemps, je pense que l'industrie a éloigné la connaissance du café du grand public. Et quand les gens commencent à rentrer dans l'histoire du café, ils deviennent piqués comme nous. Si on est torréfacteur, c'est qu'on a été piqué. C'est un produit qui est passionnant. Donc nous, on veut renvoyer ce message. Et plus on a d'histoires à raconter, plus on crée de connaissances autour du café, plus on a ce public qui est prêt à consommer un café différent, un café de qualité. Dis-moi ce que tu bois et je te dirai qui tu es. C'est presque le mot de la fin. Mais on va quand même vous donner l'espace pour poser des questions. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Merci à tous pour la qualité de vos interventions. Moi, j'ai une petite question. On parle beaucoup du prix, du sourcing, de la qualité. Et pour moi, il y a un enjeu qui peut-être n'a pas été assez abordé, c'est la durabilité derrière le café. On a parlé beaucoup de l'instant T et on parle du marché. Et on a même fait peut-être un petit raccourci sur le score qui parle de la qualité. Mais pour moi, c'est une qualité à un instant T. Et on voit très bien que l'enjeu va passer au-delà du score SCA, d'investissement dans la transition. Donc un café qui score aujourd'hui 86, s'il n'y a pas un investissement fait en transition à l'origine, demain il va perdre ces points-là dû à la baisse de la fertilité de son sol. Donc la question du prix, selon moi, devrait impliquer dès aujourd'hui quelque chose d'au-delà de la qualité organoleptique et de tous les attributs et les argumentaires qu'on joint au café. C'est est-ce qu'on pourrait pas aussi cofinancer la transition avec les producteurs? Donc ta question c'est, est-ce qu'on peut cofinancer? C'est que ça n'a pas été abordé dans la question du prix, voilà, la question de l'avenir du café. On se doit de participer parce qu'on a beaucoup parlé aussi de la marge des torréfacteurs. Ouais. Mais la marge et le coût de production des producteurs doit investir une part d'investissement de quelque chose qui n'est pas tangible aujourd'hui, mais qu'on doit les aider à financer. Alors si tu veux bien, je vais prendre la question de manière assez incisive. Donc je vais reposer la question. Est-ce que vous cofinancez la transition écologique des producteurs? Et si oui, comment? Je vais commencer par Paul. Moi, je sais pas. Je sais pas dans le sens que c'est très, très complexe et c'est très humain. C'est complexe et humain. Bien sûr, c'est financé aussi. En fait, c'est beaucoup trop cas par cas parce qu'il y a aussi, en fait, c'est humain derrière chaque chose. Du coup, il y a aussi des gens qui produisent du café et dès qu'ils sont payés, ils vont direct au bar pour tout consommer en liquide. Alcoolisé, ça existe aussi. Du coup, je pense que c'est très bien et je pense que c'est les très grands acteurs qui ont le pouvoir le plus important, justement, à réinvestir dans des manières de produire le café qui sont plus durables. Je pense ça. Mais pour moi, la durability, ça commence et ça finit avec de l'argent. Ça implique beaucoup d'argent et c'est vrai que peut-être le torréfacteur devrait commencer à financer un peu ce changement-là. Anne? Alors ça va pour moi avec la traçabilité à partir du moment où on sait où on achète, à qui on achète et qu'on achète le juste prix. Ça doit permettre, c'est l'un des éléments fondateurs pour la transition en fait des agriculteurs. Le monde du café traverse aujourd'hui une crise de la paysannerie. C'est la même qu'on a en France et c'est la même façon de l'accompagner. Laurent? C'est vrai que la note SCA, on en parle beaucoup. On sait que certains sont pour l'enlever. Moi, je suis quelqu'un d'assez scientifique. J'aime bien avoir des bornes et des repères. Et pour moi, la note SCA, pour moi, elle est importante. Mais c'est vrai qu'elle est peut-être pas assez large. Et c'est vrai que dans la transition écologique et économique, là, je vais rejoindre Arnaud, par contre, qui est là, Arnaud Cos. Je pense que, oui, tu as certainement raison. Potentiellement, il devrait, pour les cafés de spécialité, peut-être un aspect plus environnemental et notamment sur la nature des sols qui devrait essayer de rentrer en compte parce qu'on sait pertinemment qu'avec des sols vivants, on va pouvoir valoriser certainement par le biais de la rémunération la transition et les cafés de demain et qu'il vaut peut-être mieux un café aujourd'hui en 80 Notska avec un sol vivant qu'un 86 d'aujourd'hui avec un sol quasiment mort, quoi. Je pense que ça, c'est une belle réflexion et si nous, on peut être dans la voie de cette transition-là, par le biais de nos achats, mais je pense que ça se passe au niveau global. C'est pas moi, avec mes quelques tonnes de café que je passe par an, qui vais pouvoir changer. Mais c'est tous ensemble. Si tous ensemble, on se dit, OK, des sols vivants, il faut quand même une cotation, une norme, parce que c'est vrai que si on n'a pas de repères,
On peut pas non plus expliquer simplement en disant, mais voilà, là, il n'y a pas d'intrants chimiques, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Il faut le payer plus cher simplement parce que c'est vrai que le consommateur final, lui, ce qui compte, c'est le résultat sur la tasse. Et c'est vrai que si la tasse est pas bonne, on aura beau avoir tout un cahier des charges qualitatif à la base, ça sera pas forcément valorisé. Je me rappelle d'une ferme au Guatemala où on a fait des dégustations en biodynamie et c'est vrai que les tasses étaient moyennes, mais la valeur finalement de l'agriculteur, elle était peut-être pas finalement retranscrite dans le prix de son prix au kilo. Donc c'est pas si simple que ça. Jean? Je pense que là, on rentre dans le sujet beaucoup plus vaste de la qualité à 360 degrés que, Oui, que mais mentionné tout à focalisés l'heure. sur est-ce que vous cofinancez la transition des producteurs et c'est oui, comment? Est-ce qu'on cofinance la transition des agriculteurs? Oui, et je pense qu'il y a plein de façons de la cofinancer. Un exemple. La première, c'est par le biais de nos achats, le choix de notre sourcing, qui est le titre de cette Parfait. Alors, ça, c'est porte-parole. l'exemple de Paul, de Anne et de Jean qui achètent. Ouais. Vous, Belco, qui êtes plus proche Mhm, du travail terrain, qui est présent sur place, plus que torréfacteur, mhm. est-ce que tu peux nous donner un exemple Ouais. de quelque chose où vous dites on cofinance quelque chose qui va donner comme résultat une transition au-delà de payer la matière première? Avec plaisir. Je vais prendre l'exemple d'une plantation au Salvador où Belco a investi sur une petite ferme de 4 hectares où il y a des expérimentations qui sont menées sur les pratiques agroécologiques. Ces pratiques agroécologiques qui ont pour but de s'adapter à une des plus grandes menaces auxquelles fait face la filière café, qui est le changement climatique, qui est donc d'expérimenter via des méthodes scientifiques sur les différentes pratiques agricoles permettant aux producteurs de café de gagner en résilience. Je pense que c'est ce qu'on souhaite à tous les acteurs de la filière et de cette filière très volatile, c'est de gagner en résilience. Donc, via les méthodes de production, c'est l'agroforesterie qui limite l'impact du changement climatique, la couverture des sols, les sols riches. Tout ça permet aux producteurs d'être moins dépendants d'intrants chimiques, du climat, moins sensibles et donc de gagner en résilience. Donc, c'est un exemple d'investissement qui a pu être fait. Et pour moi, c'est important d'aller jusqu'à l'exemple. J'espère que ça répond un peu plus du coup à ta question. Parce qu'en fait, il y a deux éléments. D'un côté, l'ensemble des acteurs, par le prix, cherchent ou souhaitent financer, littéralement par l'achat. Mais après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire d'autres choses directement? Et en fait, comme dans cet exemple-là, des Belco, des Falcon, des Euromatérial, aujourd'hui on a Belco qui fait très bien son positionnement, eux peuvent avoir des actions directes sur le terrain au-delà de l'achat. Pour les torréfacteurs, ça dépend et c'est plus limité. Donc chez Beans, par exemple, on investit dans un village parce qu'on travaille avec eux depuis 10 ans dans l'école du village sur des programmes d'accompagnement robotique. Il y a vraiment des choses un peu différentes qui n'ont rien à voir avec le café. Mais on peut le faire sur un village. On ne pourrait pas avoir l'étendue d'action qu'a un Belco sur l'ensemble des terroirs sur lesquels il travaille. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y a une autre question? On en a une. Et malheureusement, on va devoir terminer si on veut rester à temps, même si le sujet est absolument passionnant. Bonjour. Moi, j'ai une petite question sur le café décarboné, puisqu'aujourd'hui, il est assez aisé de traverser l'Atlantique à la voile. Quid des cafés en provenance d'Afrique de l'Est ou d'Asie à la voile? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable dans un avenir proche ou pas? Bon, ça, je crois que c'est pour moi. Pour l'instant, de manière très concrète, on a fait les routes d'Amérique centrale, de Colombie et du Brésil. L'Afrique de l'Est, avec la situation à mer Rouge, c'est un peu compliqué pour l'instant d'aller se balader en voilier, mais il y a quand même un projet pour 2026. Et Asie, ça représente aujourd'hui une partie faible de notre sourcing, donc on n'y est pas encore pour remplir ces gros bateaux. Mais l'objectif, c'est d'avoir plus de 90% de nos volumes transportés à la voile d'ici 2 ans. Donc ça avance. Alors, une dernière ici. Commencez à penser, je m'adresse au panel, à votre mot de la fin. Dès qu'on aura répondu à cette question, je vais vous demander à chacun un mot de la fin. En fait, j'ai juste une toute petite question pour tout le monde. En fait, on parle vraiment de la qualité du café. On travaille vraiment avec des producteurs assez précis, des fois. Et souvent, je vois des mêmes fermes tout le temps chez presque tous les torréfacteurs. Et dans les nanolotes et les microlotes. En fait, j'ai une question. En tant que torréfacteur et aussi comme les grandes entreprises comme Belco, qu'est-ce qu'on peut faire à améliorer la qualité du café en général en termes de dans une manière plus holistique? Et parce que on veut du qualité, mais les fermes qui ont le pouvoir de produire du café de
belle qualité. Ils vont toujours faire ça. Mais des fermes... Mais juste pour préciser ta question, est-ce que le fait que, parce que tu dis, on retrouve souvent certaines fermes chez tout le monde, est-ce que tu fais l'hypothèse que ça limite le niveau de qualité? C'est mon question, en fait. Qu'est-ce qui te fait dire ça? En fait, la responsabilité de augmenter du café de qualité, c'est sur qui exactement? Est-ce que c'est sur les torréfacteurs ou des gens qui sourcent le café, des importateurs, ou c'est que des producteurs? C'est juste ça. Ah, mais du coup, ta question, c'est qui est responsable d'améliorer la qualité du café? C'est ça la question? Ouais. C'est à qui la faute? Ça revient à qui de garantir la qualité du café? Ça revient à qui? Ça revient à qui? Quand on est torréfacteur, on reste, pour moi, par torréfacteur. Donc, on est capable de sélectionner ses cafés et surtout d'éditer des profils de torréfaction, etc. Donc, on choisit les cafés qu'on a à disposition sur des échantillonnages de café vert. Pour ma part, je passe par le biais uniquement d'importateurs parce qu'avec les réglementations qui vont arriver et qui arrivent déjà sur la zéro déforestation, donc les EUDS, voilà, il y a quand même un enjeu qui est quand même important sur la traçabilité et donc c'est vraiment important. Donc c'est vrai que aller soit sur place, faire venir des échantillons de différentes régions, ce soit sur des micro-lots. Après, il faut être vraiment certain que ces lots arrivent bien de ces parcelles-là. Il faut avoir aussi, quand on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un importateur, et lui, il fait tout ce travail-là, justement, de relation entre l'agriculteur et le torréfacteur. Il fait aussi tout ce qui est paperasserie pour faire venir, justement, et s'assure de tout le bon cheminement jusqu'en France, notamment, pour ma part, sur les cafés. Et donc, il va faire tous les contrôles qualité, quoi. C'est vrai que si vous êtes dans votre magasin et qu'il faut faire tout ça, faire les pré-embarquements, les contrôles qualité, les réceptions, les tests, vous passez quand même un certain temps et je suis pas certain que sur une structure toute petite, vous ayez le temps de faire ça. Si vous avez le temps, c'est bien, mais je pense que ça va vraiment, comme disait Paul tout à l'heure, ça va vraiment dépendre de la taille de la structure de la torréfaction. Ok. Jean? C'est une question intéressante. Et le point on revoit un peu tout le temps les mêmes producteurs chez les micro-lots. On a utilisé tout à l'heure l'exemple du producteur panaméen qui a vendu son café à 30 000 $ du kilo ou de la livre, je sais pas, mais c'est déjà trop. Ça représente pas la filière café. Ça représente pas les producteurs. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup, tout le temps, les mêmes noms pas tout le temps. Il y a Paul qui a des micro-lots très différenciants, donc je pense qu'il pourra intervenir. Mais les producteurs qui ont accès à ces technologies ou accès à tout ce capital pour faire des cafés, les nanolots que tu mentionnais, sont là. Mais je pense que nous tous ici qui travaillons sur cette filière café de spécialité, souhaitons aussi travailler avec un autre type d'agriculture, une agriculture plus paysanne. Et donc on travaille tout le temps pour apporter des lots différenciés et toujours apporter de la nouveauté et pas travailler sur les autoroutes du café de spécialité. Merci. Paul? Je pense que c'est les acteurs locaux qui sont responsables dans une sorte et il faut des gens inspirants, les gens qui montrent aux autres qu'ils peuvent gagner bien leur vie en faisant du café. Et il y a plein de gens comme ça qui créent un écosystème de wealth, de l'argent, de savoir-faire, d'expertise autour d'eux, mais c'est humain. Il faut des gens peut-être qui ont de l'argent et aussi le charisme de ramener beaucoup de gens. Il y a plein d'exemples comme ça en Colombie, en Inde avec Ratnagiri. Il y a plein d'exemples comme ça où c'est un humain qui dit regarde qu'est-ce qu'on peut faire et après il y a beaucoup d'autres gens qui viennent avec eux. Excellent. Anne? Je dirais que c'est une parole collective en fait, parce que chacun, on est responsable de chacun. Le café, c'est une somme de savoir-faire. Donc chacun à notre niveau, on est responsable de notre choix puisqu'on fait partie d'un maillon de la chaîne. Donc par mes choix que je fais en tant que torréfacteur, via les achats, via le sourcing, j'impacte la filière amont et j'impacte aussi la filière aval en sensibilisant mes clients dans mon périmètre à ce que c'est que la qualité des cafés et la qualité holistique à 360. Et au-delà de ça, je pense que c'est aussi le rôle du collectif de la filière. Donc je parle du collectif café qui vient de signer une tribune qui est publiée dans les Échos. Et je vous invite tous à la lire. Effectivement, c'est pour éveiller le grand public sur ces problématiques. Absolument. Alors du coup, maintenant, pour terminer en feu d'artifice, un mot ou une phrase, chacun d'entre vous, une phrase qui est votre mot de la fin. Are you ready? Jean?
le mot de la fin. En tout cas, c'était un échange de très haute qualité. Merci à mes camarades. J'ai beaucoup aimé. Je pense que la qualité, ça répond vraiment à cette vision et c'est important que on ait tous cette vision commune entre les différents maillons de la chaîne qu'a mentionné Anne et qu'on crée cette synergie, voir vraiment cette chaîne comme une chaîne de valeur où tout le monde est connecté. Merci beaucoup. Paul? Just merci à toi, Andreas, pour la présentation. Merci à vous. Laurent? Moi, j'ai envie de dire, restez passionné surtout, parce que c'est important. Restez passionné dans la dégustation du café, du partage. Voilà, essayons de tous tirer vers la qualité, vers une meilleure rémunération des acteurs de toute la filière, parce que je pense que c'est important si on veut avoir du café demain. Voilà, merci à vous. Anne, merci. Alors on dit que ce qui définit l'entrepreneuriat français, c'est l'excellence et l'audace. Donc restez audacieux. Restez audacieux, j'adore ça. Et bien voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts de ces 3 jours caféinés. Et sinon, on se donne rendez-vous en septembre pour le prochain Paris Coffee Show. En attendant, si vous voulez rester au courant des dernières actualités du café de spécialité en France, abonnez-vous au compte du Collectif Café et du Paris Coffee Show sur vos réseaux sociaux.